Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session Tenzo Tech Talk. On va se laisser le temps, une minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. On va se donner un peu moins d'une heure aujourd'hui pour aborder le sujet de démarrer une plateforme Kubernetes avec VMware Tenzo. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez dans l'interface de quoi poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre au cours de la présentation. À l'issue de cette présentation, vous aurez bien sûr accès à l'enregistrement de cette session, ce qui vous permettra de revoir ça en replay. Et n'hésitez pas, bien sûr, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui, à nous contacter. Vous aurez de quoi nous recontacter si nécessaire par la suite pour approfondir les sujets. Très bien. Guillaume, je pense qu'on peut y aller. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session Tenzo Tech Talk. Ce mois-ci, nous allons aborder le sujet de Kubernetes avec les solutions VMware Tenzo. Donc, je m'appelle Alexandre Roman, je suis Solution Engineer chez VMware Tenzo. Je travaille à l'émancipation et je travaille avec nos clients pour tenter de leur faire utiliser les solutions VMware Tenzo pour moderniser leurs applications et leurs infrastructures. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Morini. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Morini, je travaille également dans la partie VMware Tanzu et je suis un collègue d'Alexandre Roman et je fais le même type de travail avec nos clients. Très bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons tenter de faire le tour des solutions VMware Tanzu pour pouvoir utiliser, déployer des infrastructures avec Kubernetes et voir comment est-ce qu'on peut, au niveau de Tanzu, vous aider dans cette aventure. Donc, nous aurons l'occasion d'aborder les sujets de vSphere 7. On verra quelle est l'intégration, quel niveau d'intégration de Kubernetes dans ce niveau d'infrastructure. On fera un focus sur la distribution Tanzu Kubernetes Grid. Et enfin, on verra les approches multi-cloud avec Tanzu Mission Control. Donc, cette session, on va se placer dans le cadre d'un échange. Je suis utilisateur VMware et Guillaume va me guider dans l'utilisation et le déploiement des solutions Kubernetes avec Tanzu. Très bien. Alors, Guillaume, écoute, comme tu le sais, ça fait déjà quelques temps qu'on utilise les solutions VMware. Alors, comme tu le sais, on utilise beaucoup de VM pour faire tourner nos applications et nos services. J'ai entendu parler récemment de VMware Tanzu et de l'offre qui a démarré récemment. J'ai entendu parler de projet Pacifique. Mes développeurs me parlent beaucoup de Kubernetes. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire et comment est-ce que je peux démarrer l'utilisation de Kubernetes pour mon organisation? Tout à fait Alexandre, je pense que tu as certainement entendu les annonces autour de vSphere with Tanzu avec l'arrivée de la nouvelle version vSphere 7. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vSphere 7 a été une grosse réécriture de l'ensemble des composants vSphere, donc la partie vCenter, les ESX, pour pouvoir intégrer nativement la partie Kubernetes au sein de cet environnement vSphere. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on continue à fournir, comme on le fournissait avant, je dirais l'accès aux opérateurs au travers de la console vCenter à la création d'environnements sous la forme de machines virtuelles, mais également on fournit directement un accès à une API Kubernetes intégrée à cet environnement vSphere et déployée automatiquement au sein de cet environnement vSphere avec simplement une option à activer. Ça veut dire que je dois utiliser l'interface Kubernetes pour manipuler mon vSphere? Alors, c'est une possibilité. On peut tout à fait utiliser cette interface Kubernetes pour manipuler des objets dans vSphere, mais on peut continuer aussi à utiliser la console vCenter. En fait, on se retrouve avec un environnement où on a les deux moyens de contrôle, ce qui peut permettre d'amener de la souplesse et du choix en fonction de la culture et des connaissances des différents opérateurs. Et l'autre point intéressant, c'est de pouvoir aussi fournir du coup
directement à mes équipes applicatives des moyens de déployer aussi bien des machines virtuelles que des conteneurs, que des clusters Kubernetes, soit au travers de l'API vCenter, si la connaissent, soit directement au travers de l'API Kubernetes, et en général, c'est plutôt ce qu'ils vont préférer. Si tu veux, j'ai un petit environnement de démonstration, on peut basculer dessus. Ok, je veux bien. Donc, moi, je suis utilisateur vSphere. Donc, concrètement, j'ai besoin de quoi pour pouvoir utiliser ces choses-là, pour pouvoir utiliser Tanzu dans vSphere? Alors, je vais te montrer. Ici, tu vois, tu retrouves un cluster vSphere 7, tout ce qui est de plus classique. On retrouve donc une connexion ici, je suis connecté sur le vCenter, sur mon interface HTTPS. Et puis, je suis dans une version vSphere 7.01, donc la toute dernière. J'ai 3 ESX qui sont déployés et raccordés à ce vCenter. Et il se trouve que c'est le prérequis minimal, on va dire, pour pouvoir activer l'option vSphere Tanzu. C'est d'abord ces 3 ESX pour pouvoir fournir de la haute disponibilité sur la partie Kubernetes. Donc on a un nouveau menu qui apparaît ici dans la partie Workload Management, où en fait on va pouvoir ici définir un cluster au sens vraiment cluster vSphere pour activer les options Kubernetes. Donc la configuration est relativement simple. On va pouvoir choisir son stockage, choisir son réseau et pointer vers les différents ESX et donc activer cette option qui est soumise à licence sur cette partie vSphere with Tanzu. Cette activation va nous permettre en fait de tout de suite voir apparaître ici au niveau de ma vue traditionnelle, on va dire, sur la partie host et cluster, de nouvelles fonctionnalités comme la notion de namespace. Alors qu'est-ce qu'un namespace? Un namespace, c'est un regroupement de ressources, CPU, mémoire, stockage, qu'on va pouvoir déléguer à des équipes et donc avec des droits d'accès particuliers pour pouvoir le déléguer à des équipes opérationnelles applicatives. Ces équipes vont avoir la possibilité de créer des VM, si elles le souhaitent, mais également de configurer ici, on le voit tout en bas, des Tanzu Kubernetes clusters, des clusters Kubernetes. Et donc, je vais pouvoir mixer VM et cluster dans le même environnement. Exactement, exactement. C'est vraiment la philosophie et l'objectif de ce type de fonctionnement, c'est qu'on se retrouve avec un environnement qu'on va pouvoir dédier à une équipe de développement ou à un environnement sécurisé, une zone de sécurité. Et à l'intérieur, on va pouvoir mélanger des applications qui sont en mode hybride, à moitié entre des VM ou des conteneurs, ou intégralement des VM ou intégralement des conteneurs. Un peu vraiment comme on le souhaite en fonction de l'état de sa modernisation applicative. Et donc ici, par exemple, j'ai déployé dans ce namespace-là un cluster Kubernetes. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un nouveau type d'objet aussi, qui s'appelle l'objet cluster, qui va me permettre d'avoir une vue agrégée de l'ensemble des ressources qui vont composer ce cluster. Et donc ici, on voit par exemple qu'il y a 3 VM à l'intérieur de ce cluster. Donc si on continue à dérouler, on voit effectivement ces 3 VM. Une VM qu'on va appeler control plane ou master dans la notion Kubernetes, et des VM workers pour pouvoir aller vraiment héberger les conteneurs et fournir cette capacité de calcul. Et donc, je dispose d'OVA ou d'une méthode d'installation pour le déploiement de ces clusters? Comment ça se passe en tant qu'opérateur? Tout à fait. En fait, on va fournir avec la solution vSphere with Tanzu des templates de machines virtuelles basées sur Photon OS qui vont nous permettre en fait de pouvoir automatiser la création et la gestion du cycle de vie de ce cluster. C'est-à-dire que si je veux créer un cluster, je vais pouvoir le faire automatiquement très facilement en utilisant l'API Kubernetes. C'est basé sur une technologie qui s'appelle Cluster API, qu'on verra un petit peu plus tard tout à l'heure, qui va me permettre en fait de déployer en mode complètement automatisé cet environnement et de continuer à le maîtriser dans le temps. C'est-à-dire si j'ai envie de venir le redimensionner, le supprimer ou le mettre à jour, je vais pouvoir le gérer directement depuis cet environnement vSphere with Tanzu. D'accord. Et donc, oui. Donc mes développeurs, est-ce qu'ils ont besoin de vSphere du coup pour accéder à ce cluster Kubernetes? Alors, ils le peuvent s'ils le souhaitent, s'ils préfèrent l'API vCenter, mais c'est relativement rare côté développeur. En général, on va plutôt préférer l'API Kubernetes. Et donc, ces informations que je vois ici, en fait, je vais pouvoir basculer sur ma ligne de commande CPL
et je vais pouvoir me connecter en tant que développeur. Donc ici, on voit l'utilisateur DevOps as vSphere.local, qui va se connecter au namespace TTT, Tanzu Talk, et au cluster qui s'appelle TKGS. Donc, j'obtiens une authentification qui est une authentification unifiée avec la partie vCenter, qui sera pour, par exemple, intégrée à votre Active Directory ou à votre environnement LDAP pour récupérer la liste de tous les utilisateurs. Je me suis connecté. Maintenant, je vais basculer dans ce contexte, donc TKGS, de ce cluster-là. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir faire une commande pour aller afficher les nœuds de mon cluster, ici, kubectl getNodes. kubectx et kubectl, c'est des commandes qui viennent de VMware ou de Tanzu? Non, c'est des commandes tout à fait standard Kubernetes, c'est des suites d'outils. kubectl, c'est la commande de contrôle fournie avec les différentes distributions Kubernetes. Et kubectx, c'est juste un petit outil open source développé pour éviter de taper des commandes un peu plus longues en kubectl. Donc, c'est des commandes assez simples à utiliser et à installer. Donc ici, on retrouve la liste des nœuds de mon cluster, et ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'on soit connecté en environnement vCenter à gauche ou en environnement Kubernetes API à droite, en plus en mode texte, on va voir exactement les deux mêmes informations. On va avoir exactement la même liste de nœuds sur cet environnement-là. Et puis, le développeur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est pas tellement les nœuds de la partie infrastructure, c'est plutôt ces applications qu'il va pouvoir déployer. Et ici, donc, je vais pouvoir aller voir les différents conteneurs, donc les pods au sens Kubernetes. Ici, j'ai déployé une petite application WordPress, par exemple, avec une base de données MariaDB. Et on voit donc ces deux pods, ces deux conteneurs qui tournent, et puis un ensemble de services assez traditionnels et assez classiques sur Kubernetes. Donc la notion de service pour tout ce qui va être load balancing, les notions de déploiement pour venir automatiser la création de pods, et le stateful set, qui est un petit objet particulier qu'on utilise notamment pour les bases de données, pour pouvoir s'assurer qu'elle fonctionne bien de façon alignée avec le concept de base de données et d'application. Donc là, tu as déployé une application sur cet environnement. À quel point cette application elle est dépendante de l'infrastructure VMware? Est-ce que je peux prendre n'importe quelle application Kubernetes et la déployer Tout à fait. sur cet environnement? Le cluster Kubernetes qu'on a créé ici, qui s'appelle TKGS, c'est vraiment un cluster Kubernetes tout à fait standard. Il n'y a pas de particularité en termes de déploiement applicatif. La seule chose que l'on a faite, c'est de l'intégrer au sein de vSphere pour simplifier l'aspect opérationnel et l'aspect gestion de ce cluster, et puis profiter en fait des services comme l'authentification, la remontée d'informations. Et du coup, aussi profiter potentiellement d'intégration à vos environnements VMware, tels que si vous avez déjà des outils comme le suivi opérationnel avec VROps ou les suites VREalize pour la partie automatisation. Tous ces outils-là, vous allez bien sûr pouvoir en profiter et l'étendre naturellement sur ces environnements Kubernetes. Mais une fois que le développeur se retrouve à l'intérieur de cette distribution Kubernetes vSphere 7 with Tanzu, c'est un Kubernetes standard. Donc, il va retrouver exactement ces mêmes objets et il va pouvoir réutiliser le même type de déploiement qu'il faisait sur n'importe quel autre Kubernetes. Tu parlais d'intégration avec les outils VMware à l'instant. Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin quand même malgré tout de m'intégrer avec du réseau, une stack réseau particulière ou des éléments de stockage? Je pense à NSXT, vSAN. Alors, non, il n'y a pas, ce n'est absolument pas un prérequis pour déployer vSphere 7 with Tanzu. On peut tout à fait le déployer avec un réseau traditionnel classique, simple, comme le DVS au sein de VMware, au sein de l'environnement vSphere, ou avec du stockage étendu, à partir du moment où ce réseau ou ce stockage en fait fonctionne bien sur l'ensemble du cluster. Il faut qu'il soit partagé entre les différents ESX. Si c'est un stockage dédié sur un ESX ou un réseau dédié sur un ESX, là on ne saura pas déployer vSphere 7 with Tanzu. Donc un stockage partagé, comme le DVS, disponible à partir d'un Enterprise Plus, ou un réseau partagé, oui, avec le DVS, ou un stockage partagé qui peut être une baie de stockage externe ou toute autre solution de stockage que vous pouvez avoir. Par contre, effectivement, si vous avez déployé un environnement NSXT, vous aurez quelques fonctionnalités en plus. On n'aura pas le temps de les voir dans ce webinaire, mais c'est des choses qu'on pourra creuser plus tard. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez un petit champ de questions. Et de la même façon, sur l'environnement vSAN,
pour gérer la partie stockage, on aura des intégrations supplémentaires dont on va pouvoir profiter. Ok, très bien. Bon, alors du coup, moi, je m'intéresse à cette distribution Kubernetes là. C'est quelle distribution qui a été déployée? Est-ce que j'ai le choix lorsque je déploie ce Kubernetes sur mon vSphere? Alors, je vais repasser temporairement sur les slides là pour pouvoir te montrer un petit peu de quoi on parle. Donc, cette distribution Kubernetes qui est déployée au sein de vSphere 7 with Tanzu, c'est une distribution qui s'appelle Tanzu Kubernetes Grid, qui est une distribution VMware basée vraiment et alignée sur la distribution open source Kubernetes. Ce que l'on vient rajouter sur cette distribution-là, bah, c'est vraiment un modèle entreprise avec un support amené par VMware. VMware est le second contributeur sur le projet open source Kubernetes et VMware va contribuer sur un ensemble d'outils. Donc, on parlait tout à l'heure de PhotonOS, par exemple, sur les templates. Bah, c'est un OS aussi développé par VMware. Et sur Arbor, par exemple, qui est la solution de registry qu'on va pouvoir utiliser, c'est aussi des choses sur lesquelles VMware contribue largement. Donc, on aura vraiment, je dirais, un alignement pour que le support soit le plus intégré possible sur cette distribution. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui va être gestion vraiment opérationnelle, day to operation, comme on l'appelle en anglais, de ce déploiement des clusters et de cette automatisation. On l'a vu au travers de vSphere 7 with Tanzu, mais on va également pouvoir l'utiliser, je dirais, même si l'on n'a pas la chance d'avoir l'environnement vSphere 7, c'est-à-dire que cette distribution TKG, elle va être aussi disponible dans d'autres environnements, dans d'autres infrastructures. Et c'est par l'utilisation du projet open source Cluster API, qui fait aussi partie de Kubernetes. Tanzu Kubernetes Grid est la première distribution à vraiment implémenter cette fonction Cluster API, alignée avec la version open source et à amener du support dessus. Ce qui va nous permettre de créer très facilement des clusters, de pouvoir venir les redimensionner, également gérer le cycle de mise à jour de ces clusters, parce que le projet Kubernetes est un projet qui évolue encore beaucoup, et donc on a une nouvelle version tous les 3 mois de Kubernetes, une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, et donc les développeurs vont avoir envie que l'on soit capable de suivre ces nouvelles fonctionnalités pour pouvoir améliorer encore plus leurs applications qui seraient déployées sous la forme de conteneurs. Et puis, on va aussi gérer tout ce qui va être, par exemple, la gestion de log, la partie monitoring. Voilà un peu tous les services que va pouvoir amener cette distribution Kubernetes de façon unifiée, quelle que soit l'infrastructure. Ok, donc oui, mais moi j'ai pas vSphere 7 encore chez moi. Donc comment est-ce que je fais pour utiliser cette distribution Tanzu? C'est possible? Tout à fait. Alors, on peut effectivement, même si on a vSphere 7, utiliser cette distribution Tanzu. Je vais te partager un deuxième environnement, deuxième petite démo. Ici, je suis connecté sur ce qu'on appelle un guest cluster, donc un cluster Tanzu Kubernetes Grid, qui n'est pas lié à vSphere. Et donc, de la même façon, si je fais un kubectl get all, je vais pouvoir voir que j'ai certaines applications qui sont déployées ici depuis un certain temps. D'ailleurs, mon cluster a été déployé déjà il y a un petit moment. Donc, ce cluster, c'est vraiment un Kubernetes standard. On va pouvoir, de la même façon, lister les nœuds. Et on voit que c'est un cluster donc avec un nœud master et deux workers. Et on voit que dans les petits noms que déjà on s'éloigne un peu de la partie vSphere. Alors, si je bascule en fait sur la partie management ici de ce cluster, voilà, je me retrouve maintenant dans le management cluster. Donc, le concept, si on a vSphere 7, en fait, le management cluster, il est porté par vSphere 7, mais si on est dans un autre environnement, comme un vSphere 6.7, ou comme ici un cloud public AWS, en fait, on va déployer un premier management cluster qui va nous servir en fait à déployer Cluster API et à pouvoir après créer un ensemble de clusters. Et ça, on le fait intégralement en utilisant une commande qui s'appelle TKG, comme Tanzu Kubernetes Grid, qui va nous permettre de faire toutes ces opérations-là. Donc l'initialisation ici pour la création du management cluster, et puis ensuite des créations de clusters chaque fois qu'on a besoin d'un nouveau cluster, soit pour une nouvelle équipe de développement, soit pour une nouvelle zone sécurisée, etc. On va pouvoir gérer donc le scale, comme on le disait, ou l'upgrade de version. Donc ici, on va regarder un petit peu les clusters que j'ai déployés sur cet environnement AWS. On voit que ici, j'ai déployé donc 5 clusters sur cet environnement AWS avec des versions qui sont alignées
parce que je suis quelqu'un de consciencieux sur ma production et donc j'ai voulu aligner les versions pour m'assurer que l'ensemble fonctionne. Mais si j'ai besoin de tester, je vais pouvoir upgrader un de ces clusters séparément des autres pour pouvoir tester sur un de mes clusters la nouvelle version avant de la valider et de la propager sur l'ensemble. Tu parlais de cluster API là, il y a 2 secondes. C'est-à-dire que j'ai besoin d'apprendre une nouvelle commande, une nouvelle API pour pouvoir commencer à utiliser Tenzu dans ce mode-là? Alors, Cluster API, effectivement, fournit une nouvelle API dans Kubernetes. C'est une extension des API existantes sur Kubernetes pour aller gérer des objets comme, on va voir ici, si je zoome sur la partie CRD et que je grep sur k8s.io, je vais voir les extensions de l'API Kubernetes dédiées pour Cluster API. Donc, tout ce qui est en cluster.x.kubernetes.io, c'est vraiment les extensions amenées par Cluster API. Donc, on voit des objets comme le cluster, des objets comme les machines deployment ici, ou les machines qui sont l'instanciation. Et puis, on voit ici aussi des AWS cluster, AWS machine, parce que je suis sur un environnement AWS, et donc il faut traduire ces ordres Cluster API en ordre AWS et en API AWS à la fin. Ces clusters, je vais pouvoir effectivement les visualiser. Donc, par exemple, si je regardais le cluster sur lequel j'étais connecté tout à l'heure, qui s'appelait bar, je vais pouvoir voir du YAML qui correspond à ce cluster. Ce YAML, il utilise donc l'API version ici de Cluster API avec un objet de type cluster. Et un objet de type cluster, il a une spécification ici qui va me définir la particularité et comment on configure un cluster. Donc, c'est une URL, un host et un port pour pouvoir se connecter à l'API Kubernetes. C'est un réseau pour les pods et pour les services à l'intérieur de cet environnement, ce nouveau cluster que j'ai créé. C'est un control plane avec un certain nombre de masters et des configurations sur le type de VM. Et puis, c'est une infrastructure à laquelle je vais me connecter ici, à une infrastructure AWS. Donc, je peux tout à fait, lorsque j'ai envie de déployer un cluster TKG, utiliser ce YAML qui est le YAML standard Kubernetes du projet Cluster API. Mais on a voulu simplifier un petit peu l'expérience utilisateur et en fait, on va pouvoir être capable de faire une commande qui s'appelle TKG create cluster. Si j'affiche l'aide ici, je vais pouvoir renseigner exactement le même type de champ, mais directement dans ma commande TKG create cluster, comme ici, donc où je vais utiliser 3 masters, 5 workers et un plan qu'on appelle production. C'est une sorte de template de cluster que définit TKG. C'est une fonction qu'amène TKG. Et par exemple, la version Kubernetes que je vais déployer. TKG va vraiment être capable de pouvoir gérer plusieurs versions, gérer plusieurs types de machines virtuelles et pouvoir mixer tout ça sur l'ensemble des clusters que vous créez pour vraiment s'adapter aux besoins de vos équipes en termes de ressources et d'utilisation de ces ressources. Ok, donc ça c'est une instance TKG qui tourne sur AWS. Ouais. Mais à quel point cette distribution-là, elle est différente de celle qui a été déployée sur vSphere 7 tout à l'heure? Alors, la distribution, comme on utilise dans les deux cas la distribution Tanzu Kubernetes Grid, on va être vraiment exactement sur la même distribution. On va déployer les mêmes outils, le même cluster API, et on va, dans les deux cas, fournir un cluster Kubernetes standardisé, donc qui répond aux standards de la communauté open source, très très simple d'utilisation pour vos développeurs. Donc, aucune différence parce qu'on est sur 2 distributions Tanzu Kubernetes Grid. Ça ne serait pas le cas si on utilisait des services managés sur AWS, par exemple, avec un environnement EKS, par exemple. D'accord. Ok. Mais du coup, ça va être quoi la différence entre cette distribution Tenzu et la distribution open source, communautaire, Kubernetes, que je pourrais installer moi-même? Ça va être quoi la valeur ajoutée de cette distribution Tenzu, finalement? Donc la grosse valeur ajoutée de cette distribution Tanzu, c'est vraiment autour du support amené par VMware. Donc qui va nous permettre, si vous avez un souci sur votre cluster ou si vous rencontrez un bug qui existe aussi peut-être dans la version communautaire, mais du coup, en fait, de par votre support auprès de VMware, vous allez pouvoir appeler votre support classique VMware. On va travailler avec les personnes de la communauté si besoin pour aller fixer directement dans nos versions et aussi dans les versions communautaires le problème que vous avez pu identifier, le bug que vous avez pu identifier. On va pouvoir également vous aider si vous avez des soucis en termes de configuration ou de déploiement de ces environnements chez vous.
Et puis le deuxième point, c'est je dirais le contrôle opérationnel qui va être amené par cette ligne de commande de Tanzu Kubernetes Grid, qui va nous permettre en fait facilement de pouvoir gérer tout le cycle de vie sans avoir à aller modifier les fichiers YAML de cluster API, qui sont, comme on l'a vu, toute une série d'objets différents et qu'il faut aligner manuellement dans la gestion du YAML. Là, on est sur quelque chose d'assez simple et d'assez opérationnel à pouvoir faire. Sinon, au-delà de ça, on est vraiment sur comme je le disais, un cluster Kubernetes standard, conforme. Tanzu, c'est vraiment du Kubernetes. Et à quel point cette distribution Tanzu arrive à suivre, tu parlais des versions de Kubernetes qui sortent tous les 3 mois, à quel point je suis aligné avec la communauté en utilisant Tanzu? Donc ici, par exemple, si je fais, je crois que c'est get Kubernetes version. Non. Ah, tout accroché. On va voir en fait ici que l'on supporte un ensemble de releases Kubernetes. Ici, la 1.17, 1.18 et 1.19, donc les releases N, N-1 et N-2. Donc on est très aligné avec la communauté. On a un délai de quelques semaines après une sortie d'une release pour pouvoir sortir l'équivalent sur Tanzu Kubernetes Grid. Et puis on voit qu'on ne va pas sortir en fait toutes les versions par contre. À l'intérieur d'une version mineure, donc par exemple à 1.18, on ne va pas sortir toutes les patch release parce que finalement on va valider certaines et la 1.18.4 par exemple, on a jugé qu'elle n'était pas assez stable. On l'a testé, on l'a implémenté sur Tanzu Kubernetes Grid et puis finalement on a décidé de ne pas la sortir et de ne pas la publier parce que on avait certains bugs qui nous gênaient ou certaines réserves parce qu'on jugeait la 1.18.6 plus stable. Donc on est très aligné avec la communauté open source et on va quelque part épurer un petit peu le nombre de versions pour pas avoir la totalité des patch release parce que finalement il en sort une toutes les 2-3 semaines. Et si les clients devaient faire tous les upgrades, ça serait un petit peu compliqué. Mais pour autant, on va quand même s'aligner en termes de support et supporter donc les 3 dernières releases mineures. Ici, un 17, un 18, un 19. Là, 1.20 est en cours de développement et devrait sortir assez rapidement également sur TKG. D'accord, ok. Donc je vois que j'ai le choix finalement de la version de Kubernetes que je peux instancier. Ok, mais moi j'ai quelques développeurs qui ont commencé déjà à défricher Kubernetes. Là, tu me parles de cette distribution Tanzu déployée sur AWS. Je sais que certaines équipes ont commencé à utiliser des clusters déjà directement sur AWS et sur d'autres clouds. Et finalement, comment est-ce que je fais pour fédérer tout ça? Je vais me retrouver avec des clusters sur du vSphere, je vais me retrouver avec des distributions Tanzu comme tu viens de me le montrer. J'ai peut-être un existant, un parc de clusters déjà créés. Est-ce que Tanzu peut m'aider? Alors tout à fait, je pense que tu as bien compris la problématique, Alexandre. En fait, on a de plus en plus de besoins d'avoir différents clusters qui soient répartis géographiquement dans des zones de sécurité différentes pour des équipes de développement différentes. Donc ce besoin a vraiment augmenté. Quand Kubernetes a commencé, les gens avaient tendance à partir sur un seul gros cluster qui allait finalement accueillir l'ensemble des équipes. Et on voit que le modèle n'est pas forcément le bon. Le modèle est plutôt vers la gestion de multiples clusters. Donc TKG est un outil qui permet de gérer plusieurs clusters au sein d'une même installation, donc au sein d'un environnement vSphere 7 ou vSphere 6.7 ou AWS ou Azure. Par contre, si on veut commencer à gérer plusieurs infrastructures, plusieurs distributions de Kubernetes, il y a besoin d'un outil, comme tu le disais, de fédération autour de ça. Je reviens juste rapidement sur les slides pour te montrer un outil en fait que l'on utilise qui s'appelle Tanzu Mission Control, un outil fourni par VMware Tanzu également, qui est une plateforme centralisée en mode SaaS qui va nous permettre vraiment de fédérer, c'est le terme que tu as utilisé, ces différents clusters déployés par différentes entités sur différentes infrastructures en utilisant différentes distributions. Et donc notre objectif à travers Tanzu Mission Control, c'est d'être capable d'amener
un management, une administration et une sécurisation centralisée sur ces clusters qui risquent de se répandre finalement et de ne pas être alignés en termes de version, de ne pas être alignés en termes de sécurité et de, par exemple, la gestion de l'authentification, la gestion des backups, etc., etc. Donc, l'objectif de cet outil Tanzu Mission Control, c'est vraiment d'attacher ces différents clusters, donc de pouvoir les raccorder à cette plateforme de management. Et après, une fois qu'ils sont raccordés à cette plateforme de management, de venir les gérer dans le temps et amener dans un premier temps de la visibilité pour que les administrateurs puissent avoir conscience de l'ensemble des clusters qui sont déployés, et puis après commencer à implémenter des règles de sécurité associées. Mais du coup, ça ne marche qu'avec les clusters Tenzu. Alors, non, ça ne marche pas qu'avec les clusters Tanzu. On peut tout à fait gérer d'autres types de clusters. Comme on le voit sur ce slide-là, à gauche, on a la partie effectivement avec la distribution Tanzu Kubernetes Grid, qu'elle soit sur un environnement AWS ou sur un environnement Azure ou sur un environnement vSphere et en roadmap sur Google Cloud. Donc là, effectivement, on va pouvoir gérer ces clusters-là de façon assez naturelle. On peut même les provisionner, donc c'est-à-dire les déployer directement depuis cette console centralisée Tanzu Mission Control. Mais on peut aussi gérer des clusters qui, eux, auront été provisionnés par d'autres outils qui utilisent d'autres distributions ou d'autres infrastructures. À partir du moment où ils respectent le standard Kubernetes, ben on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'attachement de ces clusters à la console de Tanzu Mission Control. Et donc là, on voit un ensemble de logos sur la droite du slide avec différentes distributions, différents fournisseurs de Kubernetes, que ce soit des cloud providers ou des software vendors. Et finalement, ils vont pouvoir eux déployer ce type de cluster. Donc, pour autant, on peut quand même les gérer et gérer leur sécurité au sein de Tanzu Mission Control. Je vais pouvoir te montrer ça si tu le veux bien. J'ai une petite démonstration également de cette partie-là. Donc ici, je bascule juste de fenêtre et je me retrouve dans un environnement, dans une console Tanzu Mission Control, donc sur laquelle je suis connecté. Et on voit tout de suite qu'on on a une liste assez impressionnante de clusters Kubernetes. Bon, ton équipe de développement, si c'était leur environnement, aurait bien travaillé, aurait bien déployé un ensemble de clusters. Ici, on a 76 clusters. Alors, ils ne sont pas tous complètement connectés. Il y en a certains qui sont déconnectés, qui ont été qui ne sont pas plus forcément utilisés. Mais on voit tout de suite qu'en termes de provider, ici, si on s'intéresse à cette colonne-là, on a du Google Cloud, de l'AWS, du vSphere, de l'Azure, de l'OpenShift, etc., etc. Donc on a toute une variété de fournisseurs d'environnements Kubernetes. Et puis si je clique sur un ici, allez, celui-là, je vais pouvoir creuser et voir sur ce cluster déployé sur AWS, sa version, le nombre de nœuds qu'il utilise, son état de santé, est-ce que tous les agents et tous les composants de Kubernetes fonctionnent bien, l'utilisation CPU et l'utilisation mémoire. Donc vraiment une vision assez simple et assez concise de l'état de mon cluster. Au besoin, je peux aller creuser sur les nœuds qui composent mon cluster. Donc ici, je vais avoir la liste vraiment de ces machines-là. Je vais pouvoir creuser à l'intérieur d'un nœud, etc. et aller de plus en plus détaillé jusqu'à atteindre ici la notion de pod, donc les différents containers qui tournent sur ce nœud, et creuser à l'intérieur de ce pod pour vraiment aller voir jusqu'au YAML qui a servi à déployer finalement ce conteneur et le nombre de conteneurs qui tournent à l'extérieur, l'image utilisée, l'utilisation de CPU mémoire. Voilà, vraiment une visibilité assez forte. D'accord. Et si je veux créer un cluster, du coup, comment est-ce que ça fonctionne avec ce Tenzu Mission Control? Donc effectivement, on peut donc, comme je le disais, attacher des clusters existants, ou on peut aussi créer un cluster, donc soit sur un environnement vSphere, soit sur un environnement AWS. Et donc ici, par exemple, je vais faire une petite démonstration sur la création d'un cluster AWS. Donc je vais utiliser un provisionneur, c'est-à-dire en fait des credentials AWS que je vais sélectionner ici. Je vais donner un petit nom à ce cluster, TTT AWS Kubernetes. Je vais le mettre dans un cluster group, qui est un groupement de clusters logiques pour pouvoir, après, pourquoi pas, lui appliquer des choses différentes. Hop, voilà. Je clique sur suivant. Je choisis la région dans laquelle je la déploie. Allez, on va la déployer à Paris. Je vais utiliser
une toute dernière version. Donc on voit qu'ici la 1.19.3 est apparue depuis mon déploiement TKG. Hein. Donc on continue à mettre à jour les versions. Je vais aller non, ouais, celui-là, je vais changer de région. Tiens, celle-là, j'ai mis beaucoup de clusters déjà dans un nouveau VPC. Je peux configurer, si je le souhaite, le pod et le subnet du service, mais là, j'en ai pas besoin. Je choisis si je déploie un seul nœud ou de la haute disponibilité. Pour la démonstration, je vais faire un seul nœud, ça sera un petit peu plus rapide. Et puis, du coup, si je fais de la haute disponibilité, je peux répartir plusieurs node pools, ce qui n'est pas mon cas ici. Je clique sur Create Cluster et je vois qu'en fait, Tanzu Mission Control va parler pour moi à l'API Kubernetes en utilisant mes credentials, donc en utilisant ma carte de crédit, et va me provisionner dans mon environnement AWS un cluster qui va utiliser pour le coup cette fois la distribution Tanzu Kubernetes Grid. On va le laisser provisionner tranquillement. Je vous avais montré tout à l'heure. Oui, vas-y. Voilà, juste une petite question. Tu parlais on avait AWS et vSphere tout à l'heure. Ouais. Donc vSphere, c'était pour une installation on-prem, hein, donc chez moi. Mais alors du coup, Tanzu Mission Control, où est-ce que ça tourne? C'est une offre SaaS, c'est ça? C'est ça. Tanzu Mission Control, ça tourne c'est une offre SaaS, effectivement. Donc ça tourne chez VMware. Et VMware est responsable du maintien de cette plateforme pour vous. Il vous fournit en fait un environnement qui vous est dédié. Donc un environnement par client, une instantiation par client pour assurer la sécurité. Comme ça, vous ne voyez que vos clusters et que vos utilisateurs qui y ont accès. C'est fourni au travers des VMware Cloud Services, donc vous pouvez aussi lier toute votre authentification, votre Active Directory avec ces services-là. Tanzu Mission Control n'est que un des services qui tournent sur ce cloud VMware, donc vous avez peut-être déjà d'autres services qui sont activés et déjà votre authentification qui est liée avec ces services-là. Cette offre SaaS, finalement, c'est la plateforme de management. Donc, on gère sa disponibilité, on gère aussi les upgrades et l'ajout de fonctionnalités pour vous. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps, je dirais, à mettre à jour cette plateforme. Mais alors, du coup, comment est-ce que je fais le lien avec ma plateforme on-prem vSphere? J'ai besoin d'ouvrir un accès de ce cloud VMware vers mon data center? Non, on ne va pas fonctionner dans ce sens-là. Pour garantir la sécurité, hein, la plateforme Tanzu Mission Control, elle a été validée d'un point de vue sécurité. On a beaucoup de certifications de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement très sécurisé. Et on va plutôt fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez prendre, si tu veux utiliser Tanzu Mission Control, tu vas déployer dans ton cluster Kubernetes on-premise un agent. Et cet agent va ouvrir une connexion HTTPS sortante vers la plateforme Tanzu Mission Control pour remonter des informations. Et donc, on est uniquement dans ce sens remontant vers cette plateforme centralisée, ce qui fait que c'est un flux sortant de ton data center et donc un flux sécurisé au travers de certificats et autres. Et on a un exemple ici sur cet environnement de vSphere. Tout à l'heure, je vous ai montré ce cluster AWS. Si je prends maintenant un cluster vSphere, vous voyez que on a exactement la même visualisation et le même type de contrôle et de visibilité sur cet environnement vSphere. Et cet environnement vSphere, il n'est pas attaqué directement par notre plateforme Tanzu Mission Control. On a ces agents que vous voyez ici qui sont déployés dans le cluster et qui vont remonter de l'information à Tanzu Mission Control. Alors, finalement, Mission Control, c'est juste l'affichage d'informations. On ne fait que remonter des informations de monitoring sur notre cluster? Non, on va aussi beaucoup plus loin. On va pouvoir ici, par exemple, activer l'option de data protection. La data protection, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir sauvegarder les données qui sont à l'intérieur de votre cluster. Donc tous les objets, tous les fichiers de déploiement Kubernetes, mais aussi toutes les données persistantes à travers l'utilisation des persistants de volume à l'intérieur de votre cluster. Donc pour des applications qui seraient un peu plus stateful et moins stateless. Donc vraiment, on utilise l'outil open source Velero pour ça et il est orchestré et automatisé par Tanzu Mission Control. On a également des intégrations ici avec d'autres produits de l'écosystème Tanzu, la partie Tanzu Observability by Wavefront qui va nous permettre d'avoir de la visibilité encore plus approfondie et de l'observabilité, donc de la prédiction, de l'alerting, du reporting sur le fonctionnement des clusters et des applications.
Et puis une dernière intégration avec la partie Tanzu Service Mesh pour amener du service mesh dans votre cluster. Donc ça, je dirais les intégrations avec la partie Tanzu. On a également, comme je le disais, en fait, la capacité à venir gérer, configurer et sécuriser ces différents clusters. Pour faire ça, on a un onglet Policies et ces politiques de sécurité. On va pouvoir gérer différents types de sécurité. Donc la sécurité d'accès pour venir contrôler l'authentification et qui a accès au cluster. On peut le faire ici, vous le voyez, au sein d'un cluster, mais aussi de cluster group. Donc, si je retourne sur mon cluster group Gmorini ici, on voit qu'en fait, je peux appliquer cette politique sur ce cluster group et ça va automatiquement être hérité sur l'ensemble de ces clusters ici. Je peux également le faire au niveau workspace, qui est un groupe de namespace, ou descendre jusqu'au niveau namespace et le faire sur un seul namespace. Donc voilà, j'ai vraiment une granularité assez forte sur comment j'applique cette politique de sécurité. Et c'est vrai pour toutes les politiques de sécurité. Donc la deuxième, c'est tout ce qui va être gestion des images registres, où j'ai le droit d'aller télécharger mes images de conteneurs. Est-ce que je donne l'accès à n'importe quel registry ou au contraire, est-ce que je vais sécuriser et autoriser que certains registries, comme mon registry d'entreprise? Nous, on utilise Arbor et on déploie, on inclut Arbor dans la distribution Tanzu Kubernetes Grid. Mais si vous avez votre propre registry, vous pouvez aussi tout à fait utiliser votre propre registry. La gestion des politiques de sécurité réseau également peut être centralisée. La gestion des pod security policy, ici, donc avec la capacité à pouvoir, par exemple, choisir est-ce qu'on a droit de lancer un container en mode privilégié, de venir changer l'heure, etc., etc. La gestion des quotas au sein d'un namespace pour limiter les ressources en termes de CPU et mémoire. Et puis, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces 5 policies, dans ces 5 politiques de sécurité, vous pouvez faire de la custom policy. Donc la custom policy, on utilise des outils qui s'appellent OPA et Gatekeeper, et puis on peut aller développer sa propre politique de sécurité en utilisant un langage qui s'appelle le Rego et qui va nous permettre vraiment de faire une politique sur mesure, adaptée en fait à ce que vous avez envie d'implémenter. Et encore une fois, avec une application assez granulaire. Donc voilà un petit tour d'horizon des politiques de sécurité qu'on va pouvoir implémenter ici. Ok, bah écoute, ça m'a l'air clair. Bon, j'ai vu du coup qu'avec Tanzu, je pouvais créer mes clusters sur mon vSphere 7. Si j'ai pas vSphere 7, je peux quand même déployer Tanzu sur un certain nombre d'infrastructures, vSphere 6, 7 sur du cloud public. Bon, tu m'as montré ce Tanzu Mission Control pour avoir une approche multi-cloud. Bah écoute, je te remercie Guillaume, merci pour ce tour d'horizon. Je pense qu'on est plutôt bien armé. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le déploiement de cette solution. Écoutez, merci pour cette session. Merci Guillaume. Je vous remercie. Et puis. Attends Alexandre, je t'arrête un petit peu. En fait, on a effectivement vu comment déployer des clusters Kubernetes, comment les déployer sur plusieurs infrastructures et comment les gérer. Mais en fait, c'est que le début de ton voyage vers la modernisation applicative et la modernisation de tes infrastructures. En fait, si tu veux vraiment utiliser Kubernetes, finalement, il va falloir que tes applications dont tu parlais tout à l'heure sous la forme de VM, tes équipes de développement soient capables de les transformer en conteneurs. Ça veut dire qu'elles vont construire des images de conteneurs. Et aujourd'hui, vous avez 1000 VM, donc ce millier de VM, il va finalement falloir construire des milliers d'images de conteneurs. Donc, il faut absolument que ce soit un processus qui soit industrialisé, automatisé et sécurisé également pour pouvoir être capable de gérer les mises à jour de ces images. On va également déployer ces applications en mode containerisé et si à un moment il y a des migrations de la forme de VM sous la forme de conteneur, il faut s'assurer que ces applications elles soient bien monitorées, elles soient bien supervisées et qu'on soit capable de suivre un peu l'évolution et l'impact que peut avoir la mise en place de conteneurs et pourquoi pas d'applications sous la forme de microservices, donc un peu plus distribuées que cela peut l'être sous la forme de VM. On a vu tous les clusters qu'il va falloir également superviser. Donc, Tanzu Mission Control amène, je dirais, une visibilité, mais ce n'est pas un outil de supervision en temps réel. Donc, il faut également superviser ces différents clusters. Ces clusters, il va falloir les interconnecter entre eux et de façon sécurisée. Tu m'as parlé de déploiement de clusters par tes développeurs sur un environnement AWS. Peut-être que ces clusters vont avoir besoin d'accéder à des ressources qui sont en interne sur vos clusters on-premise.
et on va vouloir sécuriser la communication entre les deux et être capable de la tracer, de la superviser également. Et enfin, dans ces environnements Kubernetes, peut-être que tu voudras déployer également des bases de données pour pouvoir créer des environnements de développement assez dynamiques, ou pourquoi pas aller jusqu'à mettre des bases de données de microservices en production sur ces environnements Kubernetes. La gestion des messages brokers et un peu tous les services applicatifs dont ont besoin tes développeurs qui doivent être transformés au format Kubernetes. Donc tout ça, c'est un vrai voyage, hein, c'est un vrai challenge, mais c'est le besoin nécessaire pour aller vraiment vers la modernisation applicative et de l'infrastructure et vers l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et la suite VMware Tanzu, parce que vous l'avez compris, maintenant c'est pas juste un produit VMware Tanzu, c'est vraiment un portfolio, donc un ensemble d'outils. Ici, on a fait un focus particulier sur la partie Tanzu Kubernetes Grid et Tanzu Mission Control, mais ce n'est qu'une partie de cette suite d'outils. Et donc, on le voit, si par exemple on veut travailler sur la partie construction des images de conteneurs, on a un produit qui s'appelle Tanzu Build Service qu'on a détaillé dans un webinaire précédent, ou Tanzu Observability que j'ai abordé rapidement ici pour la partie Observability. Donc cet ensemble de produits, ce sont des produits indépendants que vous pouvez choisir d'utiliser, mais qui, s'ils sont mis ensemble, vont avoir une intégration plus forte. Donc vraiment, on peut arriver à une solution à la carte adaptée vraiment à là où tu en es dans ton entreprise. Et si jamais tu as besoin d'un peu d'accompagnement justement pour choisir les bons produits et pour les mettre en place, on est là et on pourra t'aider. On a également une partie avec la partie service VMware Tanzu Labs qui va pouvoir t'accompagner aussi jusqu'à la mise en production de ces solutions-là. Ok. Bon, je pense que cette fois-ci, on a vraiment atteint la fin de notre session. Merci Guillaume. Écoutez, si vous souhaitez en savoir plus, j'espère déjà que cette session vous aura été utile, mais si vous souhaitez en savoir plus sur Tanzu Observability, dont Guillaume vient de mentionner, sachez que nous avons organisé déjà une session Tanzu Tech Talk sur la capacité à pouvoir déployer des outils de supervision, de monitoring de toute votre stack, que ce soit de l'infrastructure jusqu'à votre application, en passant par les middleware de type base de données, broker, votre distribution Kubernetes. Toutes ces métriques, toutes ces informations regroupées dans un seul outil avec une approche résolument multi-cloud pour avoir une vision complète de votre système d'information. Vous avez une session dédiée dont vous retrouverez le lien dans les mails de retour. Vous avez également la session autour de Tanzu Build Service, une solution qui est construite sur une technologie open source qui s'appelle BuildPax, qui est une technologie qui avec une gouvernance CNCF, la même qui chapeaute la Kubernetes. Et les BuildPax, c'est quoi? C'est l'occasion de pouvoir construire vos conteneurs avec des recettes de construction qui sont homogènes et pouvoir, par exemple, être en capacité de construire des applications Java, Node.js, PHP, etc. de la même manière, avec les mêmes règles de construction et se donner la capacité de pouvoir les mettre à jour aussi à l'échelle en utilisant ces technologies-là. Voilà, donc écoutez, je vous invite à regarder ces sessions. Merci Guillaume, merci pour ta participation. J'espère que ça aura été clair pour vous. Et puis, on va se permettre de garder un peu de temps peut-être pour répondre à certaines des questions, si tu veux bien. Tout à fait, c'est ce que j'allais te proposer. Très bien. Alors, une question peut-être par rapport au déploiement hybride. Donc, la question, un pod web déployé sur AWS peut-il dépendre d'un pod déployé sur une installation d'un pod vSphere local pour la base de données? Tout à fait, c'est exactement ce que je mentionnais en termes d'interconnexion de clusters, c'est-à-dire que aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir un cluster déployé sur un environnement AWS et un cluster déployé en local sur un environnement vSphere. Et en fait, l'interconnexion de ces deux clusters va pouvoir se faire avec, par exemple, Tanzu Service Mesh, qui va permettre de monter des connexions sécurisées entre ces deux clusters-là et de pouvoir faire communiquer ces applications de façon sécurisée
tout en amenant de la visibilité sur les temps de réponse, sur le nombre d'erreurs que l'on peut avoir sur ces environnements. Donc, c'est des architectures qu'on voit de plus en plus parce que peut-être que finalement le frontal web a besoin d'être à proximité des utilisateurs. Ces utilisateurs sont dans une région où on n'a pas forcément de data center et donc on va utiliser un environnement AWS ou de notre cloud public pour déployer les frontaux au plus près des utilisateurs et la donnée, elle reste à l'intérieur du data center du client. Ok. Alors, question autour des mises à jour de cluster Kubernetes. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est la stratégie de mise à jour lorsque je dois déployer des nouvelles ressources, et notamment en termes de migration de conteneurs? Ok. Donc, avec la solution de Tanzu Kubernetes Grid, en fait, lorsqu'on va effectuer une mise à jour, ce qui va se passer, c'est que si on avait un cluster avec 4 workers, on va rajouter un 5e worker qui va directement être instancié avec la nouvelle version. Et on va d'abord attendre que ce worker démarre et soit fonctionnel, donc avec les agents Kubernetes installés et raccordés au cluster, avant de pouvoir commencer à tuer un des anciens nœuds, un des anciens workers. Donc, c'est un mécanisme qu'on appelle rolling upgrade, qu'on va faire sur les workers et sur les masters. Et donc, on a en fait un besoin d'avoir un petit peu plus de ressources au moment de cet upgrade, puisqu'on va consommer une VM supplémentaire au moment de l'upgrade. Donc, si mon cluster avait 5 VM, à un instant T, je vais me retrouver avec une 6e VM qui va apparaître, qui va s'installer, et une fois qu'elle sera opérationnelle, qui va commencer à prendre de la charge des conteneurs. Après, sur les conteneurs du coup qui étaient sur le nœud qui va être tué, en fait, on va utiliser les mécanismes de Kubernetes pour pouvoir redémarrer le conteneur sur le nouveau nœud qui lui sera vide et donc qui va reprendre assez naturellement ces containers-là. Donc ça va imposer en fait un arrêt redémarrage du conteneur qui, si le conteneur a été déployé dans les bonnes pratiques Kubernetes, c'est-à-dire avec au moins 2 réplicas, finalement on aura un load balancer devant qui va répartir sur le conteneur qui restera. Ou alors on peut aller modifier un petit peu la stratégie de rolling upgrade aussi sur Kubernetes pour créer le conteneur à l'avance avant de tuer l'ancien. Voilà, en tous les cas, on a, si on est déployé, si on n'a pas un conteneur unique, on a une haute disponibilité de l'application et aucun impact applicatif. Ok. Autre question, cette fois-ci autour de vSphere. Quel est le lien en fait avec les solutions de type PKS, en particulier en termes de la cycle de vie? PKS, outil qui se basait sur des outils open source comme Bosch pour la gestion des VM. On a vu Cluster API dans le cadre de TKG. Ça va être quoi la différence? Effectivement, en fait, c'est un PKS qui a été renommé maintenant, qui s'appelle Tanzu Kubernetes Grid Integrated, TKGI, utilise Bosch pour faire cette orchestration et cette gestion du cycle de vie des clusters. Dans TKG, on a fait le choix de basculer sur Cluster API parce que c'est l'outil qui est utilisé aussi côté communauté open source. Et donc, on veut s'aligner le plus possible avec cette communauté open source et avec les déploiements habituels sur Kubernetes. Mais toutes les fonctions qu'utilisait Bosch vont être reprises en fait par Cluster API. C'est-à-dire, Cluster API va parler avec l'API de vSphere ou du cloud public que l'on va utiliser, va surveiller les VM et va être capable de les recréer en cas de problème sur une des VM qui porte les clusters Kubernetes. Donc, on est vraiment exactement sur le même type de fonctionnement. C'est 2 outils différents qui font la même chose en fait. Ok. Mais TKGI, du coup, s'intègre dans les solutions Tenzo. Exactement. TKGI est une autre option que l'on n'a pas présentée dans ce webinaire pour des raisons de temps, mais c'est une option qui existe toujours et qui continue à être utilisée avec une intégration un peu différente. Très bien. Bon, écoutez, le temps va nous manquer pour continuer cet échange. Écoute, merci pour votre attention. Je remercie Guillaume pour la qualité de ses réponses et sa présentation qui j'espère, vous auront éclairé sur l'intérêt de déployer les solutions Tenzu à la fois pour moderniser votre infrastructure, comme on l'a vu ici, mais aussi des solutions pour vous aider à simplifier l'expérience développeur sur Kubernetes et des moyens pour moderniser vos applications.
Merci Guillaume. Avec plaisir, merci beaucoup Alexandre. Et j'espère que cette session vous a plu. Vous la trouverez certainement en replay sur YouTube si vous voulez la revoir. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. À bientôt.